Moi, par exemple, ça m'arrive régulièrement maintenant d'être vraiment sobre de tout, même d'alcool. Et c'est des moments où se révèle vraiment ma neuroatypie, où j'ai beaucoup plus d'énergie que les autres. Je suis vraiment trop. Et je me dis, en fait, ça m'étonne pas que inconsciemment, ça a dû faire partie de ma thérapie que de prendre ces petits médicaments qui te fatiguent, qui font baisser le truc et qui te rendent du coup dans une énergie, quand t'es en descente le reste de la semaine, normale par rapport aux autres. Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. Mao, ou plutôt non, pas tout de suite. Parce qu'avant d'être un nom, c'est une énergie. Une fille à qui on a toujours dit « t'es trop intense ». Trop drôle, trop bruyante, trop vivante, trop tout. Et même si elle est née un 11 novembre, jour d'armistice, on comprend vite que le calme ne sera probablement pas le scénario principal. Mon invité a grandi dans une maison où les adultes débordent déjà. Père bipolaire, violence des silences, des mots, des scènes, des enfants parentifiés qui apprennent très tôt à devenir le filet de sécurité émotionnelle des autres, alors qu'eux-mêmes tombent dans le vide. Alors elle cherche ailleurs. Sa safe place, la fête, les clubs, les nuits queer, les afters, ces endroits où, pendant quelques heures, les conventions sociales explosent enfin, où le chaos devient un refuge. Et ça, elle le raconte avec brio dans Que jeunesse se passe, son premier récit, presque autobiographique, aux éditions Robert Laffont, drôle, cruel, ultra lucide, dédié à toutes les femmes qui débordent. On y croise l'alcool, les drogues, les overdoses, les backrooms et les blackouts, mais aussi le désir, l'insouciance, l'amitié, la joie et une jeunesse qui tente de survivre à l'époque, à la famille, à elle-même. On rit beaucoup, on se reconnaît souvent, on se questionne tout le temps. Parce que son humour est cinglant, parce qu'elle raconte les jambes fendues, les descentes chimiques et les envies de disparaître avec la précision d'une sniper sous paillettes. Parce qu'elle transforme ses catastrophes en punchline avant même que la vie ait eu le temps de les digérer et surtout parce qu'elle convoque tout le monde. Les femmes, les addicts, les humoristes, les artistes, les gens joyeusement tristes, les mondes de la télé, du stand-up, de la nuit, mais aussi celui du jour qui ne fait pas de cadeaux. C'est un livre qui touche à tout et tout le monde. Chronique sur France Inter, passée par Quotidien, créatrice de la première scène stand-up queer et féministe de Paris, héroïne malgré elle d'un spectacle capté par TMC intitulé Drama Queen, Mao Drama vit comme une comète, tout en intensité, en vitesse, en feu. Même son passage chez les AA a été fulgurant. Évidemment, elle fait tout en accéléré, même la sobriété. Mais derrière la reine des afters apparaît aujourd'hui autre chose. Une question peut-être nouvelle chez elle. Comment trouver enfin, peut-être, un peu de calme sans avoir l'impression de mourir d'ennui? Comment réduire la consommation de prod sans arrêter la fête? Comment redescendre, mais sans s'éteindre? Et surtout, est-ce qu'on peut rester une drama queen tout en n'explorant plus tous les drames? J'espère en tout cas que cette comète-là continuera longtemps de traverser le ciel et je suis heureuse de la recevoir aujourd'hui dans Contradiction. Bonjour Drama. Mao, la queen, est avec nous. Bonjour, c'est trop mignon. C'était long. C'était beau. T'écris trop bien. Tu devrais écrire des chansons ou des livres. Vraiment, c'est vraiment pas mal. Je pourrais essayer complètement de faire ça. Écoute, je n'ai pas réussi à faire plus court parce que, bon, t'as compris, vu l'état Ça de me ton touche livre. beaucoup, merci beaucoup. Ouais, mais c'est très sincère. C'était une vraie envie de t'inviter depuis longtemps, depuis que j'avais lu ton livre. Et j'ai découvert en plus en te contactant que toi, tu avais lu le mien avant le mien. Oui. Avant le tien, ouf. Oui. Il y a des années, du coup, attends, je devais avoir 23-24 ans. Tu l'as sorti il y a combien de temps ton livre? 2019. Ouais, 2019, j'étais en école de journalisme et c'était mon petit ami de l'époque qui me l'avait acheté en me disant « Je pense vraiment que ça va t'intéresser ». Et je l'avais dévoré et j'avais adoré tout ce que ça racontait. Je pense que je me reconnaissais sûrement déjà dans plein de choses. Et moi, j'étais hyper contente aussi de découvrir ta vie. Comment tu l'avais vécu, comment t'étais un peu genre cette rockstar avec les hauts, les bas, le besoin de sauver quand même aussi ta propre famille, quoi, ton fils, tes envies, tes histoires d'amour. Très bon livre que je recommande à nos auditeurs. On parle de kérosène. Oui. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait des parallèles hallucinants avec mon livre. Et même le début, on dirait... Enfin, c'est vraiment... Il est construit vraiment presque de la même façon. Il y a énormément de scènes très similaires avec deux mondes de la nuit un peu différents, mais quand même très proches. Ouais. Si tu as déjà écouté ce podcast, ce qui m'étonnerait, tu as autre chose à foutre. On se demande tout le temps ici quelle est la définition de l'addiction de notre invité. En quelques mots, c'est quoi? Même un mot. Pour moi, l'addiction, elle commence quand tu culpabilises d'avoir consommé quelque chose et que ça te rend plus heureux. C'est à ce moment-là qu'il y a un souci. Et que tu te déçois toi-même
d'avoir pris quelque chose alors que tu t'étais promis de pas le faire. Si t'es dans un contexte où t'es bien et où, en fait, je sais pas, c'était prévu, t'as pas de taf après, bah, c'est le fameux truc de... Une addiction, je crois qu'elle commence quand elle commence à bousiller ton travail ou des relations humaines. Et là, à ce moment-là, on passe du côté de l'addiction. Parce que finalement, consommer de temps en temps, on est très habitué, par exemple, à la consommation d'alcool. Parce que l'État, la taxe, ça rapporte de l'argent. Donc, on le normalise. Mais ça peut être une drogue bien plus dangereuse, peut-être, tu vois, qu'une trace de C ou qu'un joint. T'as déjà vu un mec énervé sous joint? Il a pas l'énergie. Et alors qu'un mec bourré en finale de Coupe du Monde, mais meuf, il faut pas passer à côté, tu vois. Un gars qui fume son joint au but de Chaumont, il est tranquille. Mais on le criminalise plus parce que c'est pas taxé, ça rapporte pas d'argent à l'État, etc. Donc, en fait, c'est toujours pareil. C'est comme le Nutella, c'est comme tout. Je pense qu'il est possible, il y a des gens qui peuvent gérer, tu vois, de prendre un peu et c'est tout. En Mais fait, comme, pour toi, du moment qu'il n'y a pas de souffrance, de culpabilité, il n'y a pas Ouais. d'addiction, sérieux? Ouais, je pense, ouais. Ah ouais. Tu peux être addict heureux, mais t'es addict Bah, quand même. Parce qu'en fait, moi, je connais pas de parcours de gens qui sont... Il y a des parcours de gens qui, par exemple, vont consommer une fois tous les 4 mois. Et c'est tout. Ou par exemple, ma mère, moi, elle fume une clope tous les 6 mois. Ça lui va. Oui, cela, on le connaît. Elle est pas addicte et elle kiffe, tu vois. Mais dans les autres parcours que j'ai pu connaître, il y a jamais personne qui m'a dit j'ai commencé à consommer de plus en plus et ça s'est super bien passé. Genre, il y a bien toujours un moment où le rêve se fissure, où tu vas trop haut et où tu te casses la figure à un moment, quoi. Ne serait-ce qu'en faisant de la peine à ses proches, qui est déjà souvent un des premiers trucs. C'est vrai. Écoute, en tout cas, c'est ta définition. Pour les questions, moi, je pars de ton livre parce que, comme on l'a vu, Ouais. je l'ai fracassé. Je l'ai poncé, comme disent mes amis. Je prends un sujet, je le ponce. Donc là, c'est toi que j'ai poncé pendant quelques temps. Et donc, je vais partir d'extraits. Voilà. On m'a toujours dit... Alors ça, c'était dans Folie douce. Tu as parlé de cette Ouais. intensité. J'ai adoré cet épisode. T'es trop intense. Et dans ton livre, tu dis « Je suis toujours trop pressée de vivre ». J'ai adoré. Est-ce que tu dirais que les addictions chez toi, est-ce qu'elles viennent moins d'un désir on va dire, de se détruire que d'un désir gigantesque de vivre beaucoup plus fort? C'est ça que Oui. tu ressens? En vrai, oui, oui, c'est ça que je ressens. Est-ce qu'il y a un discours qu'on entend peu parce qu'on entend plutôt souvent je fais beaucoup la fête pour m'oublier ou je fais la fête pour me détruire, pour pas avoir mes problèmes. Et moi, en vrai, pas du tout. La fête, je l'ai commencé très tôt, vers mes 13-14 ans. Et c'était plutôt pour exploser encore plus, vivre encore plus. Moi, j'adore le fait de rencontrer des inconnus en soirée. Je trouve qu'il n'y a rien de plus passionnant qu'une meuf à 3 heures du matin que tu rencontres dans des toilettes, qui est genre ta sœur. Et le lendemain, tu sais plus qui elle est. Mais il te laisse quand même se souvenir d'un truc imprévu. Et moi, les imprévus, c'est ce qui me permet d'être stable. Je suis pas bien quand ma vie est trop linéaire. Je pense vraiment que c'est une hygiène de vie aujourd'hui encore pour moi de faire la fête, d'aller me défouler sur des dance floors, de rencontrer des inconnus. Donc, chez moi, c'est vraiment plutôt quelque chose de joyeux. Mmh. Il y a eu des accidents quand même, et du coup, qui m'ont forcément amené à me questionner et à réduire ma consommation, voire à l'arrêter. Mais oui, c'était plutôt un truc joyeux. Il y a les paillettes, il y a la fête. Le produit, elle rend les paillettes encore plus fortes, les gens encore plus fous. Je me suis reconnue, en fait, dans le livre. Vraiment, c'est très proche. J'ai fait comme toi à la fête de la même façon. Et puis après, il y a des moments où on sent bien qu'on va consommer pour éteindre quelque chose aussi, c'est sûr. Mais il y a vraiment ce truc-là de toi et moi, très, très similaire. Mais mes amis n'en pouvaient plus. C'est-à-dire, ça s'appelle pas l'imprévu, ça s'appelle catastrophe. C'est-à-dire que chaque soir, il y avait des gens blessés. Enfin, moi, surtout. Il y avait, j'ai pas mes clés, j'arrive chez moi, je défonce la porte. Enfin, c'était non-stop. Et toi, mais à tous les coups, quoi. À tous les coups, il se passe quelque chose. Alors, c'est au-delà de l'imprévu. Oui, oui, c'est vrai. Bah, après, il y a des soirées qui se passent bien, mais juste, quand même. Mais c'est marrant que tu dises on a des parcours proches. Et ça, c'est un truc que je trouve intéressant, c'est que, comme en plus, je pense toi et moi, on a des main character energy, on croit toujours que nos parcours, ils sont hyper singuliers, alors qu'en fait, ils sont universels et ils se ressemblent beaucoup. Alors que dans notre vie, on est en train de vivre un film hyper unique et tout. Mais en fait, des vies comme la tienne et la mienne, il y en a plein. En tout cas, en Europe occidentale, il y en a beaucoup. De mon dernier spectacle, Rose Movie, qui explique que moi aussi, j'ai toujours cru que j'étais exceptionnelle et qu'en fait, c'est un film universel, quoi. Ouais. Chacun un peu à sa manière, mais je veux dire, on passe tous par cette œuvre, on passe tous par des chutes qui nous font comprendre des choses, et puis finalement, on comprend et on croit qu'on a tout compris, et puis finalement pas. Mais je pense que c'est parce que aussi les gens qui les vivent, ils ont des prédispositions. Tu peux avoir des prédispositions génétiques, familiales. Enfin, ça a été vraiment prouvé que beaucoup de gens neuroatypiques, sans le savoir, en fait, se jettent dans ça parce que ça calme leur montée de cortisol ou de trop d'énergie. Moi, par exemple, ça m'arrive régulièrement maintenant d'être vraiment sobre de tout, même d'alcool. Et c'est des moments où se révèle vraiment ma neuroatypie, où j'ai beaucoup plus d'énergie que les autres. Je suis vraiment trop. Et je me dis, en fait, ça m'étonne pas que inconsciemment, ça a dû faire partie
de ma thérapie que de prendre ces petits médicaments qui te fatiguent, qui font baisser le truc et qui te rendent du coup dans une énergie, quand t'es en descente le reste de la semaine, normale par rapport aux autres. Ah, c'est Moi, mon drôle ce que énergie, tu elle est dis. trop. C'est drôle ce que tu dis parce que ça aussi, je m'y retrouve. C'est que souvent on dit oui, l'alcool ça apaise les neuroatypies. Moi, je trouve que c'est la redescente en fait qui te. D'abord, il y a un petit coup d'humilité. Non, mais tu vois ce que je veux dire? On se sent un peu des fois quand surpuissant. t'as vomi sur les pieds de quelqu'un, il y a un petit coup d'humilité. Fatigue, redescente. D'un coup, tu as le voile noir qui tombe dans la redescente, quoi. Et puis d'un coup, on se pose, on arrête de croire qu'on peut réaliser tous les projets de la Terre. Et il y a un truc comme ça, mais c'est vrai que tu disais, ma passion pour la fête ne venait pas d'une volonté de fuir la réalité, c'était juste un lieu où mes défauts devenaient des qualités. Ah oui. Mais ça, pour Ah, moi, ça, c'est c'est très bouleversant. Il y a un truc qui est enfin un endroit où tu as le droit d'être trop. C'est vrai. Mais ça, c'est spécifiquement dans la fête queer. Ouais. Bon, moi, c'est dans le milieu dans lequel je suis depuis que j'ai 15 ans. Parce que j'ai eu la chance de grandir à Paris, près du Marais, donc de fête. Ça a toujours été mon univers. Et quand je suis en soirée hétéro, je ressens pas ça. Je suis allée au Carmen récemment. Mama. Mais franchement, depuis des années, pour la première fois, je me retrouvais grosse, quoi. T'avais ce truc de, en fait, les gars, s'ils veulent pas te baiser, ils te parlent pas, tu redeviens une marchandise. En soirée queer, tout le monde se parle. En plus, je suis arrivée avec mon énergie, je me rappelle, je vais au bar et je commence grave à tchatcher le barman, mais vraiment pas pour le draguer, je me dis genre, et toi, ça va? Et toi, et il est un peu là, genre, bah, juste, je te fais ton martini, arrête de me parler. Après, je me tourne vers un gars de la fashion, enfin, qui m'avait l'air de la fashion, et j'étais là, genre, pourquoi les gens, ils me parlent pas? Enfin, genre, d'un coup, ça y est, j'étais redevenue l'enfant weird. Par contre, dans la fête queer, où tout le monde a plus ou moins des parcours en vivant dans la transgression, je pense qu'il y a des trucs qui se ressemblent. On m'a toujours qualifié de meuf APD et j'ai toujours été entourée, et c'est une chance, d'incroyables personnes queer et homosexuelles. Et je pense que si on s'est rapprochés, c'est parce qu'on a un rapport à la transgression, au fait qu'il y a quelque chose qui dépasse chez nous et qui, dans un espèce de fête safe, prend tout son sens. Où là, on dit genre, ah là, tu t'habilles hyper vulgairement, mais ça m'a genre, t'es tellement sassy, genre j'adore, oh là là, j'adore ton caractère, blablabla. Ce que je retrouve pas dans les soirées hétéro. Je suis un peu là, genre, qu'est-ce qui se passe? Mais voilà, mais oui, c'est l'endroit qui m'a permis de me trouver, de me dire que j'étais pas un défaut, une anomalie. Et je pense que sans les soirées queer, je serais jamais devenue l'artiste que je suis. Et il y a plein d'endroits comme, par exemple, la Jeudi OK. C'est une soirée où je vais depuis que j'ai 20 ans. Et je connais bien la meuf qui l'a fondée, qui s'appelle Anne-Claire. Et je lui ai offert le livre en lui faisant une dédicace, en lui disant vraiment, genre, sans toi, sans des acteurs de la nuit qui font vivre les communautés qui vivent à côté, jamais ce livre existerait, jamais on existerait et tout. Donc, je suis pleine de gratitude pour les gens qui font vivre tous ces endroits de beauté, de drag queen, de folie, etc. Et surtout de différence, parce qu'en fait, on a le droit d'être qui on est, quoi. Et de joie dans le militantisme. Enfin, moi, je trouve qu'il y a un peu un truc de perdition quand même beau, même s'il peut être cliché, mais de bon... quitte à pas crever, autant choisir d'être heureux, autant choisir de danser sous des paillettes, tu vois, vu que les bombes pleuvent partout ailleurs. Et ça m'a tellement... En plus, il y a la boule à facettes, ça m'a tellement fait penser à mon disque kérosène, à l'arme à paillettes. Ouais. En fait, c'est tellement... Il y a tellement de similitudes, et pourtant, j'ai pas du tout été dans les fêtes queer. Moi, je voyais bien que c'était dur de s'accepter, d'accepter son corps dans des soirées parisiennes. Toi, c'était l'époque très rock. Toi, ouais, il y avait que des nanas très maigres. C'était très, tu vois. Et c'est vrai héroïne chic, comme on dit. Et c'est vrai que il y avait un... Mais attends, mais toi, tu trouvais pas ta place parce que t'es mince, t'es Non, belle non, et je tout. trouvais ma place, mais disons que moi, je suis comme toi, comme beaucoup, mal dans sa peau à la base, de pas se trouver jolie, de pas se trouver mince, d'avoir une dysmorphophobie. Ouais, ok. Et en fait, d'ailleurs, on va en parler tout de suite aussi. C'est important. J'ai l'impression que ça commence toujours là. Dès le début, t'en parles de la nourriture et que très vite, t'as l'impression d'être trop grosse, de manger trop, et puis tu manges trop aussi. Clairement, tu manges tes émotions. C'est vrai. Mais ça, c'est un truc... quand je vois les photos de moi de mon premier régime quand j'avais 9 ans, franchement, j'étais pas une enfant grosse du tout, quoi. Mais c'est le premier régime qui fait devenir grosse. Et c'est ça. C'est ça, le problème. Tu sais, Joyce qui est venue, Joyce Jonathan, la chanteuse, une amie à moi, qui est venue, qui raconte qu'elle n'avait aucun problème avec l'alimentation, aucun trouble, avant son premier régime. C'est ça. Et le premier régime, il est toujours fait par souvent ta maman ou des tantes ou des grands-mères. Et en plus, quand on te le fait, c'est pour ton bien. Et récemment, j'ai fait une chronique qui est un peu thérapeutique. Et en fait, je crois que j'ai trouvé. Je crois que si elles le font pour ton bien, parce qu'elles le pensent vraiment, c'est que pendant tellement d'années, comme les femmes n'ont pas pu travailler, elles n'avaient pas d'indépendance financière, ta valeur marchande, elle était que ta beauté. Et donc, moi, je suis sûre qu'il y a un trauma transgénérationnel de la beauté. Parce que ça a été une question de survie pendant des siècles et des siècles pour des femmes d'être belles. Et du coup, c'est pour ça qu'elles étaient en mode genre, faut surtout pas que ma fille devienne potelée. Après, tu fais le premier régime, tu commences le yo-yo. Du coup, évidemment, je suis trop grosse au lycée. Du coup, évidemment, là, le regard change sur moi. Et en plus, je m'habillais déjà comme une tasse-paix. Donc, je suis sûre que... Parce que moi je m'aimais. Hein. Moi, j'étais là, genre, je comprenais pas pourquoi les gens me disaient que j'étais grosse. J'étais en mode genre, je vois une Italienne en pleine forme.
Et du coup, je pense que j'agaçais, il y avait un truc de misogynie, je pense que j'agaçais les garçons de mon lycée à porter quand même des mini-jupes, à faire la fête et tout, jusqu'au moment des scènes queer aussi, du stand-up, où j'ai pu parler de mon corps, où je me suis libérée et où d'un coup j'étais en mode, bon, maintenant que j'ai décidé que c'est pas un défaut, carrément ça devient une force. Maintenant je le revendique, j'y vais. Genre, par exemple, ça m'a fait grave rire, en Manifeste tes rêves, j'ai signé récemment dans une agence de mannequins/talent en leur disant, un jour je serai mannequin potelé, ça arrivera que je défile et ce sera le point final de tout ce parcours et de dire ce corps n'est pas un défaut. Il est beau, c'est juste qu'il faut habituer le regard des gens à le trouver beau. Exactement, c'est une certitude que tu seras mannequin et que tu l'es même. Mannequin potelé. Non, mais les gens ont envie de te ressembler, il y en a beaucoup. Bah oui. Mais dans le livre, bon, il y a une histoire de viol que tu as quand même décrite comme fictionnée. Non, enfin, c'est ce que tu as dit dans Folie 12, donc je ne sais pas si elle est vraie ou pas. Si, T'as dit elle est pas vraie. tout- Ah, elle est ouais. vraie. Non, ce qui est faux, c'est un meurtre qui est dans le Ah livre. oui, c'est vrai. Oh là là, j'ai confondu. Ça, c'est vrai que j'ai tué personne. Pardon, alors là, du coup, je viens de te faire passer genre, bah, il est faux ton viol. Allez. Non. Mais en plus, c'était pas un viol. C'est marrant parce que... Oui, non, c'est terrible. Il y avait, un jour, ça m'a étonnée. Frédéric Becbédé a adoré le livre. Donc, il fait un article dans le Figaro. Oui, je me rappelle. Et il relie les deux et où il dit Mao violée à 12 ans, âge auquel elle commence à boire. Bon, j'ai pas été violée, j'étais touchée sexuellement. C'est horrible de faire un degré d'agression, mais c'est pas la même chose quand même. Mais par contre, c'est vrai que quand t'es touché, on touche à ton corps quand même. Et moi, ça m'a bouleversée. En plus, je venais d'un milieu hyper religieux. Et c'est le fameux truc, mais qu'on apprend tous maintenant avec des podcasts, c'est que une agression ou un viol, en fait, c'est pas juste un moment, ça te poursuit toute ta vie. Et moi, ça m'a poursuivi très longtemps dans ma construction de la sexualité. Aujourd'hui encore, j'ai commencé ma sexualité hyper tard. Ouais. Toujours avec cette dichotomie, parce que par contre, je mettais grave du rouge à lèvres. Genre, les gens pensaient que j'étais genre archi libérée. Ouais. J'ai jamais regardé de porno de ma vie. Moi, je suis limite une newbie, quoi. Ça fait 8 ans que je fais l'amour avec des gens. Newbie une nouvelle venue, quoi. Ah ouais, mais Newbie, je connais pas. C'est génial, j'adore. Peut-être j'invente, je sais pas bébé. Toi. J'aime beaucoup Newbie. Mais du coup, tu commences quand même à boire à 12 ans. Ça t'a énervé que Frédéric Becbédé fasse le lien entre elle est violée, elle boit? Ouais, parce que je pense vraiment pas qu'il y en avait en pas plus. Le rapport comme en plus mes années, par exemple, c'est les années, par exemple, où toi tu exploses. C'est aussi un contexte. En vrai, socio-historique de sous-culture. C'est le moment du Marais, des bébés brunes, où on glamourise le mal-être et tout. Et puis, moi, j'avais envie d'être une cool kid. En plus, mon père, il avait fait partie des radios libres, il a été addict et tout. Et du coup, je le trouvais cool. En fait, c'est juste que mon cerveau pensait que c'était super cool. Et aussi que c'était un moyen d'exister. Mais donc, du coup, moi, je pense que ça avait plus un lien avec le fait de t'intégrer, de vivre ta vie à fond, que d'avoir été violée, quoi. Ouais, je suis d'accord. En tout cas, ton livre, il commence fort. Hein. Tu dis, quand je me réveille dans la chambre d'hôpital, mes tempes battent au rythme de la techno. J'ai dû dormir ou rêver, mais il faut que je retourne danser. Oui, je pensais vraiment que j'allais retourner à l'after. Donc, tu préfères retourner en soirée après une surdose, parce que c'est pas une overdose, plutôt que retourner seule avec toi-même. En fait, il y a un truc génial où tu te dis, c'est que la teuf, c'est comme un membre fantôme, ça continue à battre, tu sais, dans ton pouls, même quand c'est fini. Comme quand les gens perdent leurs bras. Mais c'est juste que j'étais tellement défoncée que moi, dans ma tête, je pensais vraiment que j'allais retourner m'amuser et danser et tout. En plus, j'entends la voix de mon meilleur pote qui avait fini par comprendre que j'étais à l'hôpital. Lui, il était toujours à cet after qui était mythique à l'époque, qui s'appelait la Péripate. J'entends sa voix dans le couloir qui fait Mao. Et en plus, je voulais pas rester sous observation, donc on enlève les bracelets, on se carapate, genre on était comme des ninjas. On quittait l'hôpital, on n'allait pas nous voir. Comme elle écrit, c'est-à-dire tu parles super bien, t'écris super bien, merci. et c'est passionnant, quoi. On se carapate. On se carapate. Là, en plus, je me rappelle encore de l'infirmière qui fait mais je vous vois en fait, hein, vous recevrez bien la facture et tout. On était là, oui mais madame, c'est bon, je pense. Et là, on croit qu'on va retourner à la fête, et il y a un moment où mon pote va chercher de l'eau, et en fait, je me vois dans une vitrine. Et moi, en gros, les surdoses, ça fait des œdèmes de coin, donc c'est pour ça que tu peux mourir parce que du coup, c'est des muqueuses qui augmentent et tu peux plus respirer. Et je ne savais pas que mon visage était déformé. Oh, maman! Ah oui, là, tu vois Elephant Man, tu dis là. Mais je suis dégueulasse. Et là, on prend le métro. Je vous jure, pour la première fois de ma vie, je sais ce que c'est que j'ai su pendant un court temps ce que c'est que d'être quelqu'un au physique différent. Les gens me fixaient, avaient peur de me regarder. J'avais une lèvre énorme. Ma tête était énorme. Ah ben, je faisais peur à mort. Et comme une conne, comme j'étais partie de l'hôpital, en plus, on m'a pas donné d'antihistaminique pour que je puisse. Donc, ça a pris des jours. Tu t'es quand même enfuie, hein, en même temps. Oui, c'est vrai, je me suis enfuie. Mais comme une conne, comme je me suis enfuie, j'ai pas eu les médicaments. Donc, ça a pris peut-être une semaine à ce que je retrouve mon vrai visage. Là-dessus, en plus. Du coup, je me cachais et tout. Là, je vivais dans 6 mètres carrés sous des toiles. J'étais comme Quasimodo. Ma mère arrive. Et elle me fait, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et tu sais, j'essaie de mentir. Je dis avec Salomé, avec ma meilleure amie, on a bu de l'eau non potable à la fête de la musique. Et vraiment, elle était là, mais prends-moi pour une conne. Wow. Enfin, t'as toujours ce truc de parents à qui, en plus, tu mens. Moi, j'ai menti toute mon adolescence. Elle le savait très bien, quoi.
tout le temps sur l'alcool, c'est ce que je faisais le week-end. Et bon, bref. Et là, tu déçois tes proches. Là, c'est des moments où il faut te poser des questions. Ouais. C'est celui où tu vois dans leur regard qu'ils ont peur, que ça leur fait trop de peine. Moi, ma mère, par exemple, la première fois qu'elle a vu mon spectacle, mais c'est des passages qui n'existent plus. Je parlais de cette overdose. Et en fait, elle était juste en mode, ça me fait trop de peine, quoi, de me dire que mon petit bébé devient ça et tout. Bon, après, elle n'a pas toujours été d'une tendresse inouïe, ma mère. Mais j'entends. Tu as écrit, je me souviens, je ne l'ai pas noté, mais j'ai adoré aussi cette phrase. Tu as décidé de mal tourner. Ou je ne sais plus quoi, il y a cette phrase-là qui dit genre, c'est presque une décision pour moi, m'affirmer, c'est mal tourner, quoi, par rapport à ta famille, par rapport à tout ça. Et c'est vrai que on a comme si mal tourné, c'était une façon en fait, de s'ériger contre ce qu'on nous a imposé dans la famille aussi, avec ce truc-là, de ne pas tourner comme ta mère, en fait. Il y a quelque chose comme ça. Oui, c'est vrai. C'est qu'elle était extrêmement sévère, quoi. J'ai un collège de bonnes sœurs. Mon beau-père, il m'adressait pas la parole. C'est trop cadenassé. Il y avait ce truc qui hurlait en moi, donc il fallait bien que ça sorte, quoi, d'une façon ou d'une autre. Alors, la stabilité, c'est le chaos, donc c'est bien de toi. Le week-end, je rejoins les endroits queer, mais safe place. Donc, il y a vraiment cette espèce de contradiction. C'est l'endroit où je suis bien. C'est là où tu es bien. Pour tu moi, te sens en sécurité. Mais il faut dire aussi que dans ton livre, on prend cher avec ton père. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette scène horrible d'abandon. Enfin, il est parti sans toi d'un aéroport. Il t'a oublié. Oui, c'est vrai. Et t'as quel âge 13 ans. Tiens, c'est peut-être plus pour ça que j'ai bu qu'un viol. Déjà, les vacances en Thaïlande, on n'en parle même pas parce que là, je laisse les gens découvrir. Cauchemardesque. Mais en plus, il est tellement défoncé qu'il prend l'avion sans elle. Ouais. Et après, du coup, comme j'avais qu'un t-shirt et pas mon passeport, on a cru que je faisais partie d'une traite d'enfants. Et ma mère a dû envoyer beaucoup de... Et ils t'ont rapatrié. Oui, mais ma mère a envoyé plein de trucs de justificatifs et tout. Et après, voilà. Mais tu vois, ça, pour moi, c'est moins grave, en vrai, que l'autre scène que je raconte dans le livre de quand il était en phase maniaque, qu'en 2020, il a frappé ma belle-mère. Ça, pour moi, c'était encore plus cauchemardesque. T'as découvert après plein de choses aussi, des trucs qu'il avait fait. Mais il y a un vrai truc j'ai de la peine. En fait, comme il avait des graves problèmes de santé dus à ses addictions, il y a un truc que m'a expliqué le médecin, c'est que quand tu te bats pour ta vie, et lui, à un moment, il avait que 8% de survie après une greffe du foie, en fait, le cerveau se met un peu en sourdine. Ça devient la priorité pour les médecins, donc il a été diagnostiqué extrêmement tard. Et finalement, il a pu commencer à se soigner, vraiment à être encadré, il n'y a que 5 ans. Et pour le coup, par contre, après le dernier gros truc qui se passe en 2020, moi, je l'aime beaucoup et maintenant, on se parle énormément parce qu'il essaie vraiment de se soigner. Il y a un effort qui est fait. Voilà, j'espère que ça va durer, Inch'Allah. Ouais. Mais voilà. Parce qu'en plus, on sent l'amour quand même qu'il y a. Mais mon père a relu le livre plein de fois. Il a signé un contrat comme quoi il ne porterait jamais plainte contre moi. Il a participé à ce livre, en fait. Parce qu'il trouvait qu'il y avait un aspect littéraire qui valait le coup. Exactement, mais il en a vraiment. Hein. Il en a vraiment. Hein. Je suis un ogre et je ne suis bonne qu'à crier, rire, dévorer. Heureuse, je mange. Malheureuse, je mange. Ça, je l'ai vu dans une de tes chroniques récemment. Oui. Donc, tout ce genre de l'alcool fort n'est pas mon ami. Sitôt, j'en ingère, je me transforme en monstre. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup cette idée de monstre que tu as l'impression d'être. Ben oui. Et pourtant, tu le fais. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est cette histoire de... Déjà, tu arrêtes les alcools forts, tu dis c'est pas pour moi, et puis quelques pages plus loin, tu te refais une soirée à la vodka, donc je veux comprendre. L'alcool fort, moi j'ai vraiment arrêté en jeune quand même, à 18 ans. En fait, après une énième crise, moi c'est la drogue qui me rend à toute mauvaise personne, c'est l'alcool. Ok. Il y en a d'autres, ça peut être autre chose et tout. Moi c'est celle-là. Et en gros, dès que je buvais, je me mettais à pleurer, à hurler sur mes potes et tout. Ça fait long pour mes potes, quoi, de mes 12 ans à mes 18 ans. Et il y a une énième fois où je me rappelle, je hurlais dans le métro, je les insultais et tout. Et donc là, il y a eu rupture d'amitié. Et en gros, je revais voir ma meilleure amie quelques mois après en lui offrant un tableau, on s'embrassait et tout. Enfin bref, laisse tomber. Je me demande si j'étais queer. Bon, et là, je la supplie qu'on redevienne amie. Elle me dit, je vais pas redevenir ton amie parce que si je le redeviens, tu vas pas te soigner. Meilleur cadeau qu'elle m'a fait parce que vraiment, je pense que dans l'après-midi ou le lendemain, j'étais au AA. Et en tout cas, ça par contre, ça s'est poursuivi. Il y a juste eu une rechute. En Angleterre, j'ai fait un Erasmus et le jour de mes 20 ans, j'ai repété un plomb et tout. Voilà. Mais ça arrive 3 ans après. Fini. Moi, je ne bois que de la bière ou du vin blanc ou de la ginger beer ou du Coca Zero. C'est ça que je bois. Et depuis, je n'ai perdu aucune amitié. Ça se passe très bien. Peut-être que j'ai fait des thérapies aussi, que cette déchirure amicale très forte m'a permis de beaucoup me remettre en question. En vrai, je pense que je devenais pas une très belle personne. En fait, je pense que c'est les fameux trucs de j'ai fait une erreur une fois. Ce qui est grave, c'est pas de faire une erreur, c'est de la refaire. C'est si tu te poses pas de questions.
Moi, je trouve. Et pas de la réparer aussi. C'est vrai qu'il y a aussi cette la réparer, moi, j'ai demandé pardon mille fois. Franchement, ils le savent. Eux, ils veulent pas redevenir mes amis. Très bien. Enfin, franchement. Non, mais je crois que toi, comme moi, le générique de notre vie, c'était désolé pour hier soir. Hein. C'est clair. Mais j'ai dit pardon, je les ai revus. Ils sont revenus voir le spectacle. C'est pas non plus des gens qui sont dégoûtés dès qu'ils me voient. Mais bon, en fait, c'est les trucs, genre, c'est horrible. Parfois, je me dis, c'est une perte dont je me remettrai jamais, cette bande d'amitié, parce qu'on était fous amoureux les uns des autres. Mais en même temps, si ça avait pas eu lieu, franchement, je pense vraiment que je serais une humaine de merde, quoi. Et Léa, du coup, ça t'a pas... Les AA, j'étais perturbée parce que quand j'y suis allée, il y avait un temple protestant près de chez moi. En plus, j'avais fait du protestantisme, donc j'aimais bien et tout, mais j'avais pas du tout capté l'aspect extrêmement religieux. Et je pense que chaque groupe de AA a une ambiance différente. Et celui-là, il y avait un homme qui prenait beaucoup la parole et j'avais essayé de parler. Il m'a dit, on parle pas à la première réunion. Et je l'entends très bien, mais ça avait été dit de façon brutale. La deuxième réunion, ça se passe un peu pareil. Du coup, je quitte la réunion. Mais là, il y avait une dame géniale, une américaine, qui était en vacances. Et quand même, elle allait au AA, même en vacances, qui m'avait poursuivi au Jardin de Luxembourg. J'avais une super discussion avec elle. Mais bon, moi, je pense pas que c'est un échec, tu vois, de boire de la bière ou du vin blanc encore. Surtout que je pense que chaque étape est une étape qui t'amène à la fois où t'arrêteras vraiment. Et chaque fois où t'essaies, ça te rapproche du but, quoi. Oui, ou aussi, moi, je me rends compte que j'apprends à... on peut apprendre aussi à boire. Et ça, je croyais qu'on pouvait pas, moi. Enfin, ça, c'est mon sujet à moi. C'est pas le tien. Ça sera le non, mais par exemple, moi, je m'arrête à 4 verres, tu vois. Aujourd'hui, 4 verres de vin blanc, je suis ivre. Ça me saoule, je rentre chez moi. Ouais, ça m'amuse pas, en fait. Ça me saoule. Il y a un moment donné, quand même, où... Bon, la vie, elle te fait pas de cadeaux. Mais il y a la conso quand même, beaucoup de redescentes. Enfin, c'est assez difficile. On sent quand même que, ça aussi j'ai connu, il y a un moment où tu tapes dans la barre de recherche suicide sans douleur. Hein. Bon, là, c'est assez drôle d'ailleurs, tout ce que tu énonces comme suicide. Tu dis que t'es douillette et que tu ne vois pas te... Oui, il faut pas me suicider. Mais ça, je connais tout ça. Suicide sans douleur, on connaît tous. Est-ce que tu penses que tu as ce fond-là ou est-ce que c'est la conso vraiment qui t'a aussi parfois... Enfin, moi, je suis désolée, hein, je sens que la fête t'a sauvé et qu'elle sauvait tes jours. La nuit, tu le dis très bien, mes nuits sauvaient mes jours. Mais en tout cas, le côté dépresseur des drogues, le côté fatigue, les descentes, chimiquement juste, oui, déjà. Non, c'est sûr que ça aide pas, ouais. Je veux dire, en tout cas, pour les personnes déjà border, moi, je trouve que ça m'a rendu suicidaire. Mais moi, c'est pas ce qui m'a rendu suicidaire. Franchement, c'était le contexte. C'est que j'avais perdu mon travail puisqu'il y avait eu le confinement. Les comédie clubs avaient fermé. Ma mère m'avait virée de chez moi. Mon grand-père m'avait virée de chez moi. Mon père faisait une crise. Donc, il était hospitalisé, donc il n'existait plus. Donc, c'est pas la conso. Donc, je me retrouve chez un vendeur de sommeil ou un dealer essaie de me tuer. Enfin, en fait, il y a un moment, j'avais lu à ce moment-là qu'il y a 5 piliers dans une vie pour qu'elle s'effondre pas. Et moi, il n'y avait plus aucun pilier. J'étais même en insécurité là où j'habitais. T'as pas de travail, mec dangereux, t'as pas de famille, machin. Moi, c'est juste qu'il y avait un moment, basta, ça va, j'avais beaucoup souffert. Donc, tu mets pas ça du tout sur tu rajoutes pas du tout là-dessus la conso et la descente et les insomnies. Non, mais c'est sûr. Mais l'insomnie était due au fait que le mec voulait me tuer dans ma propre coloc, et du coup, enfin moi, la psychiatre qui me suivait à l'époque m'avait expliqué qu'en fait, ton cerveau, le fait qu'il sache qu'il était proche, tu vois, quelques mètres de moi, t'envoie du cortisol constant, ce qui fait les insomnies, ce qui provoque machin. Je pense que la drogue aide pas là-dedans, mais en plus on est en huis clos, on est pendant le confinement, donc de toute façon, c'est pas comme si j'avais cherché de l'aide. Moi je sais maintenant pourquoi les femmes elles meurent sous les coups de quelqu'un. Moi j'ai appelé la police, tant qu'il se passe rien, tu peux rien faire. J'ai appelé le propriétaire de l'endroit où on était, il en avait rien à foutre vu que cette personne payait son loyer, et j'avais plus de famille. Qu'est-ce que tu veux faire? Il y a un moment, c'est vrai que t'es un peu sous la gorge, quoi. C'est clair. Moi, je prends que des citations. Hein. Dans quelques heures, je devrais être sur des planches. Mon spectacle Drama Queen est maintenant produit parce qu'on va avancer quand même au moment où en fait, on te voit galérer tout le livre avec ce métier que tu veux faire. Où tu dis, je veux faire du stand-up, je veux être humoriste. Ta mère a dit, il faut être drôle pour ça. Enfin, déjà, on sent qu'il y a des moments durs. Le premier bid, alors ça, par contre, je me suis rendu compte qu'énormément d'humoristes racontaient qu'ils ont commencé par ça et que ça les a servis. Hein, donc, je sais pas toi. En tout cas, ça a été violentissime. Mais là, finalement, ton spectacle, il est produit. Et tu dis, de toute façon, si je n'avais pas réussi à percer, je serais devenue folle. Donc là, il y a vraiment ce truc-là aussi qui fait qu'aujourd'hui, la fête, elle est encore plus la fête, j'imagine, quand tu fais ce que t'aimes. Oui, c'est vrai. En fait, disons que la fête est restée une constante, une fois par semaine. Est-ce que ça t'a apaisé, je veux dire, le fait de réussir? Oui, voilà. Oui, si, vraiment. Surtout que c'est venu relativement tardivement. Je me suis confrontée aussi au sexisme de mon milieu. Donc, entre ce à quoi je ressemble et mes propos qui étaient féministes, qui étaient... maintenant, il y en a plein des humoristes féministes. Quand j'ai commencé à les dire, il n'y en avait pas. Donc, en fait, j'étais particulièrement pas programmée. Bon, après, c'est pas grave. Particulièrement pas programmée. Avec des copains, on a créé notre propre scène pour nous programmer. Bon, très bien. Mais en fait, du coup, le moment où je finis par CPR, moi, je me suis arrêtée juste avant le succès. Je commençais à voir mon spectacle et Charline Vannecker me repère sur les réseaux sociaux, donc j'ai commencé France Inter. Parce qu'en fait, même Nova ne m'a pas fait percer à l'époque. On m'avait dit, ça va être une flèche, pas du tout.
Mais au moins, après Nova, j'ai pu devenir résidente au Panama Art Café et faire quelques émissions télé et tout. Mais en gros, quand je commence à CPA, ça fait 7 ans que je fais ce métier. Et parfois, tu as des sentiments d'injustice, mais que tout le monde vit parce que dans notre métier, même si tu es le plus fort, il y a une part d'injustice. Il y a une part de destin, de chance et de rencontre. Pourquoi tu vas être choisi à un moment et tout. Et en fait, ça rend fou. Parce que du coup, tu cherches des coupables ailleurs. La personne que tu vois percer, tu te dis qu'en fait, elle est moins forte que toi, alors que c'est pas le cas. Et tu te dis qu'en fait, c'est la faute. Et en fait, là, tu deviens timbré, quoi. Tu pleures tout le temps. Moi, je pleurais énormément et tout. Et puis surtout que aussi, quand même, je commençais à être pauvre depuis pas mal d'années. Donc ouais, j'allais devenir le faux si je perçais pas. Et c'est vrai qu'il y a... Putain, je viens de comprendre, pardon. Ouais, c'est folle en verlan. Et du coup, je suis contente quand même de ce cercle. Au moins, il y a un moment, voilà. Et oui, ça m'a apaisée pendant des années. Après, moi, ma carrière aujourd'hui, elle est confrontée à plein d'autres problèmes qui sont le contexte politique, de la montée de l'extrême droite, ce qui fait que je peux souvent perdre mes tafs maintenant et tout. Maintenant, j'ai d'autres enjeux contre lesquels me battre. Et pour en revenir à ce podcast que j'ai écouté, donc de Lorraine Bastide, hein, c'est Lorraine Ouais, Bastide. c'est ça. Vraiment, pour moi, il est passionnant parce que vraiment, tu expliques à quel point tu as compris à un moment donné que, OK, la fête te faisait du bien et qu'en même temps, il y avait quand même une volonté. Tu dis même la fête appelle la fête, l'amour appelle l'amour. Évidemment que souvent, je me dis qu'il faut arrêter. T'as essayé d'arrêter, t'as arrêté certains produits. Là, aujourd'hui, tu te considères comment tu penses que tu gères, ou alors est-ce que tu te fais des longues périodes de sevrage, ou est-ce que genre juste c'est une fois par semaine, c'est comment en fait Aujourd'hui, je fais des longues périodes de sevrage et si je consomme des choses, ça va être vraiment très rare et dans un contexte toujours hyper bienveillant. Faut que ça devienne un moment pépite choisi. Mais je veux dire, Pas la quelque chose de sobriété que subi. tu avais essayé à un moment donné, elle t'a pas convenu. C'est ça aussi que je veux savoir, moi. C'est genre, elle Oui, convient pas à tout le monde, le quoi. truc, c'est que j'ai commencé par une sobriété totale, aussi de verre de vin, de tout. En même temps, je faisais de la méditation, en même temps, je faisais du sport. Enfin, c'est un moment où je faisais un burn-out à quotidien. J'ai mis mon corps en trop de stress. Donc maintenant, je le chill. Je suis en mode, c'est OK, en fait, que tu prennes tes verres de vin. C'est OK, 2 fois par an en festival, si t'es dans un moment incroyable et que t'as envie de prendre un truc, point barre. Je me suis un peu déculpabilisée de ça parce que le cerveau ne peut pas vivre comme ça d'un coup. En fait, il est trop en stress et il pète de nouveau un plomb, quoi. Bah, tu vois, tu reviens à ton intro. C'est-à-dire que si t'es pas coupable, t'as pas de problème. C'est vrai. Bah ouais. Mais moi, je suis complètement d'accord avec ça aussi. Sauf si on se détruit totalement et qu'on ne ressent plus à rien. Je pense qu'il y a un autre souci. Il y a un déni parfois de gens qui ne veulent pas voir ça. Mais moi, j'en arrive aujourd'hui à cette conclusion-là aussi, que la frustration était extrêmement mauvaise pour moi. Et qu'elle activait justement ce stress et cette hyper-vigilance. Et du coup, malveillance vis-à-vis des gens qui, eux, s'amusent parce que j'étais sur les dents, quoi. Ah ouais. Et je me rends compte que finalement, avec la voie du milieu, parce que moi, j'étudie vraiment cette voie-là, du bouddhisme, mais vraiment, je fais pas la fête du tout, donc ça n'a rien à voir. Mais je veux dire, de s'autoriser, en fait, c'est plus agréable que de se refuser, quoi. Ouais. Mais après, je pense que j'ai envie de tendre vers une sobriété totale. En tout cas, je sais que j'ai peut-être des désirs d'enfant et je sais que si j'en ai un jour, je voudrais être sûre à ce moment-là que c'est complètement OK pour moi de ne pas boire d'alcool pendant un an, etc. Trop bien. Mais en plus, je trouve qu'il y a des super témoignages en ce moment. Le jour, j'écoutais John Mayer, un musicien, un chanteur. Il expliquait tout sur pourquoi il boit pas. Et tu as envie de dire... En fait, moi, j'hésite tout le temps. Je suis en train de me dire, c'est vrai que c'est pas mal zéro aussi, quoi. Tu penses même plus à ça, quoi. Du coup, t'es plus fatiguée, ouais. Mais moi, ça me frustre trop. Donc, au début, je t'avais proposé le titre de podcast qui serait Il faut que jeunesse, entre parenthèses, qu'elle n'a pas vraiment eu, fermez la parenthèse, se passe. Parce que je trouve que tu répètes. Donc, c'est le titre de ton livre, Que jeunesse se passe. Et en même temps, tu répètes énormément. L'enfance paraît à des kilomètres, mon adolescence est déjà loin. En fait, on sent que tu as été enfant parentifié et donc adulte quand même très vite, mature. Et en même temps, tu veux pas quitter l'enfance. Il y a vraiment ce truc-là entre les deux, quoi. J'ai pas envie de quitter le chaos. Mais c'est vrai, là, je commence à me dire quand même, j'ai 30 ans. À quoi ça va ressembler mes prochaines années? Ouais. Je me dis... Parfois, c'est vrai, récemment, j'étais à une soirée, par exemple, et je regardais autour de moi, je me disais... Peut-être ça y est, au bout de 15 ans de taf, j'ai fait le tour. Parce que je peux passer à une nouvelle étape de ma vie, c'est ça. 30 ans, c'est très jeune pour arrêter la fête. Mais tu as commencé tellement tôt. Ouais, je pense que je la continuerai toujours d'une façon ou d'une autre. Et puis, je pense qu'on peut évoluer, que c'est OK d'avoir des nouveaux désirs et tout. Parce que moi, je me suis demandé si, en fait, on passait pas notre vie entière à essayer de retrouver l'endroit exact où on s'est senti vivant la première fois. Tu sais, ce truc-là aussi, moi j'appelle ça la genèse éternelle. D'accord. Je pense que je vais en écrire un livre. C'est joli, non, genèse éternelle. C'est très beau, ouais. Il y a vraiment ce truc-là
C'est pas la jeunesse qu'on cherche, c'est le début. Ah. Je sais pas quoi te dire à ça. Ouais. Parce que moi, je trouve que je c'est suis pas, ça qui manque. Je suis pas un truc d'aller rechercher. En fait, à la fois, je suis très angoissée, mais à la fois très dans le présent. Et je me pense pas beaucoup. Juste, je vis ma vie, je fais mes soirées, je vois mes copains. Après, j'essaye de créer, parce que ça me rend heureuse. Est-ce que Après, tu j'essaye de crées... faire des régimes. Ouais. Après, j'essaye de faire du sport. Tu fais Après, des j'essaie de régimes rendre mes parents heureux. Non, maintenant, non, j'ai plus jamais de balance chez moi. Moi, j'ai des troubles alimentaires tellement forts. Mais là, je me suis remise au sport, en tout cas, juste pour le bien-être mental. Il y a plein d'études qui ont... Je sais pas si t'as vu ce truc passer, parce que c'était grave devenu viral sur TikTok, une source d'information évidemment fiable. Mais donc, t'as un groupe de gens à qui on donne des antidépresseurs, un groupe de gens à qui on fait faire du sport tous les jours. Et le résultat est le même pour les deux, sauf qu'il y en a qui ont pris un peu de poids. Il y en a qui en ont un petit peu perdu. C'est juste la différence. Merveilleux, j'adore. Mais en fait, là, ça marche avec la méditation, ça marche avec le yoga. Et moi, j'adore la méditation, Ouais. ça marche de ouf pour moi. Mais moi, j'ai envie d'avoir ma petite maison à la campagne. Mon rêve idéal, mais il faudrait que je sois riche pour ça. Mais j'aimerais genre pouvoir louer quand même mon appart à Paris, avoir ma maison près de Paris qui serait une résidence d'artiste que j'aurais genre décorée comme un château de folle, où je pourrais vivre genre 4 jours par semaine, faire beaucoup moins la teuf, tu vois, une fois par mois, parce que du coup, t'es pas là. Trop bien, je suis pas là. Je suis partie en banlieue, Lire. c'est le rêve. Ah ouais, me laisser m'emporter dans ma créativité, ne pas avoir de fatigue de lendemain. Parce que moi, je m'en rends bien compte qu'en tout cas, les moments où je me sens le plus vivante, bon, c'est danser nu avec mes amis, je sais pas, sur une plage, ivre, et créer. Être sur un scénario, être sur une BD, dessiner, c'est les moments, moi, qui me rendent le plus heureuse au monde, quoi. Est-ce que pour créer, justement, tu as besoin d'un stimulant ou tu es capable vraiment de créer sans rien? Alors moi, il faut que je sois hyper sobre pour Voilà, créer. merveilleux. Au contraire, j'ai jamais compris ce truc de la drogue aide à créer. Moi, je suis hyper conne sous drogue. Je suis juste rigolote, point barre. Franchement, il y a rien à voir chez moi à ce moment-là. Mais non, par exemple, là, tu vois, j'ai beaucoup écrit hier, avant-hier. C'est typique, on est le mardi, le mercredi, le jeudi, dans l'entre-deux des week-ends. Ce soir, c'est la teuf? Bah, ce soir, j'ai un pote qui sort c'est sa release party, qui fait un concert au Point Éphémère, et c'est mes copains, donc je vais aller les soutenir. Bah oui. C'est sûr que je vais boire quelques bières. Mais j'ai envie d'entrer qu'à 2 heures, parce que demain, j'ai vraiment des fêtes trop marrantes. Mais t'as remarqué quand même cette énergie vitale qu'on retrouve. Moi, ce que je pourrais plus jamais quitter, même si je vais m'autoriser un verre par-ci, un verre par-là, je ne pourrais plus jamais quitter, moi, le fait de me coucher tôt, de me lever tôt et de me lever avec une énergie et un smile et la propreté. En fait, quand on dit t'es clean, ça porte bien son nom. C'est vrai. Bah oui, quand j'ai mes périodes, en tout cas, de grosse sobriété, j'adore ça. Et en même temps, je sens, mais ça, je pense vraiment que c'est dans ma neurotypie, je sens vraiment que mon corps va commencer à déborder d'énergie, qu'il va falloir trouver un exutoire. Peut-être un jour, je ferai un sport de combat, j'en sais rien. Ouais. Bon, du coup, t'es heureuse? Moi, ça va. En ce moment, je te dis, je suis hyper anxieuse, vraiment par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, au contexte politique, à la vie d'humoriste qui est en train de prendre, au harcèlement constant qu'on a. Quand même, ça me travaille pas mal. Je suis angoissée parce que mes rêves de cinéma, je me dis, mais en fait, il n'y a plus aucun financeur, mais en fait, nan. Mais globalement, je suis heureuse quand même. Passons tous les Au moins, ça m'est arrivé de réussir. Il y a tellement de gens à qui ça arrive pas. Donc, moi, j'ai un peu un truc de si je dois arrêter demain, franchement, je deviens fleuriste, ça me va vraiment bien, quoi. Ah, c'est beau ça, fleuriste. Bah, de ouf, j'adore les fleurs et tout. Je pourrais peindre à la campagne. Peut-être que parfois ça me manquera, tu vois. Mais je sais que je me disais souvent que mon plus grand regret, ce serait que ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas le moment où tu as droit à des belles salles et tout. Au moins, c'est bon, c'est arrivé. Eh ben, on va te le souhaiter, mais surtout, j'en suis sûre. Voilà. Mais j'en parle au passé, je pense. Non, mais là, même maintenant, je suis sûre que ça va continuer. Je t'ai dit, la comète, elle va pas du tout s'arrêter. Et surtout, je pense que le souci, c'est de se faire du souci. Faut pas. Ça ne sert à rien. En fait, c'est une double peine. Tu vois, tu parlais de culpabilité au début. Le souci et la culpabilité, pour moi, c'est vraiment inutile. Et donc, je pense qu'il n'y a pas d'intérêt. Oui, mais ça me fait trop chier. Mais j'ai un trouble anxieux hyper fort qui me vient sûrement de ce que j'ai vécu. Il y a toujours des catastrophes qui arrivent à un moment. Alors, je te suggère plutôt les thérapies psychédéliques maintenant. Genre l'ayahuasca. Ouais, non, mais même, non, moi, j'ai parlé à quelqu'un qui est en microdosing psilocybine, tu sais, champi, qui était sous Xanax puissance 10 000 et qui me dit, je n'ai plus jamais pris de Xanax, quoi. Et elle est tout le temps bien. Ouais. C'est l'avenir, donc je pense que tu pourrais t'intéresser à ça. Grave. L'ayahuasca, c'est encore autre chose, c'est pour aller transmuter, voilà, tu vas chercher tes démons et tu les transformes. Voilà, il y a plein de choses à faire avec beaucoup de substances, de plantes. C'est des psychotropes et c'est surtout c'est des psychédéliques, pardon, et c'est surtout des drogues entéogènes. Donc il faut avoir un désir de vouloir trouver Dieu en soi. Entéogène, c'est des drogues qui révèlent Dieu en toi. Donc il y a aussi ce désir de trouver une foi et d'être apaisé dans cette foi, tu vois. Oui. Beaucoup, à part pour aller danser, tu vois, Ibiza sous Champi, c'est possible. Hein. Ouais. Mais je pense que, en tout cas, personnellement, c'était plus vers ça que j'allais, quoi. Et ok. Ça apaise vachement.
Bon, bah, merci infiniment dans ton emploi Merci du à temps toi. chargé d'être venu nous voir dans Contradiction. Merci, Mao. Merci à vous. Ce podcast est soutenu par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. La MILDECA anime et coordonne les actions du gouvernement en matière de lutte contre les toxicomanies. Contradiction, ce n'est pas seulement un podcast. C'est aussi un livre qui s'en inspire, mais qui lui est surtout complémentaire. Alors vous y trouverez des réflexions autour de la dépendance, de ce que j'ai appris, des solutions que j'ai trouvées. Contradiction, le livre est disponible à peu près partout aux éditions Erol. La prise de son, la réalisation et le montage de cet épisode ont été assurés avec finesse, talent et sensibilité par Marjorie Murphy, Open Mic Podcast. Pour plus de contenu autour de cet épisode et découvrir d'autres thématiques, rendez-vous sur le site de Contradiction, contre-addiction.fr et les réseaux sociaux de Contradiction.